Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la mosquée Ar-Rahma à Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin accomplit la prière du vendredi et remet le prix Mohammed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées. Toujours à Rabat, Amir al-Mu'minin inaugure le projet d'extension de l'Institut Mohammed VI de formation des imams Mourchidines et Mourchidat. Du Mozart et du Bruckner à l'ouverture de la 9e saison artistique de l'Orchestre symphonique royal. Un merveilleux concert de musique classique dédié au répertoire autrichien à découvrir en fin de cette édition. La prière du vendredi, aujourd'hui accomplie par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin à la mosquée Ar-Rahma à Rabat. Et après la prière, Amir al-Mu'minin a procédé à la remise du prix Mohammed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de l'année 2016-2017. Souad Anachet pour les développements. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Ar-Rahma à Rabat. Dans son prêche, l'imam a souligné que l'homme est comptable des devoirs et obligations de dévotion et d'unicité qu'il doit témoigner à l'égard du Tout-Puissant, des actes de considération et de protection qu'il est tenu d'observer envers soi-même et ses proches, et de sa contribution au progrès et au développement de sa société. Le prédicateur a expliqué que l'éducation à la foi exige une remise en cause permanente sur la manière d'observer convenablement ses devoirs et de jouir pleinement de ses droits. Cette vigilance de tous les instants dicte à tous les responsables de réviser leurs plans et leurs programmes de manière à accompagner les besoins des citoyens et de la société et à respecter les engagements pris. C'est cette conduite qui caractérise l'éducation du musulman et qui fait que certains hommes sont mieux placés que d'autres, aussi bien dans le travail que dans les responsabilités. Après la prière du vendredi, Amir al-Mu'minin a procédé à la remise du prix Mohammed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de l'année 2016-2017. Il s'agit de l'Aziza Ibrahim de Rachidia, Nezha Azzouzi de Gersif, Aziza al-Alawi de Saleh, Naïma Ait Ali Ibrahim de Ain Chouk et Khadija Touel Akana de Tanger. Le programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées a été lancé conformément aux hautes instructions royales. Le souverain avait ordonné à ce que les mosquées demeurent ouvertes pour dispenser des cours d'alphabétisation et d'éducation religieuse, civique et sanitaire selon un programme bien élaboré. Le nombre des bénéficiaires de ce programme a atteint au titre de l'année 2016-2017 plus de 300 000 inscrits. Près de 7000 mosquées mobilisées, 7470 encadrants, 986 coordinateurs et conseillers pédagogiques et 370 formateurs pédagogiques. Sans oublier la télévision et Internet qui a bénéficié à près de 300 000 personnes. Le programme d'alphabétisation a vraiment changé ma vie. J'ai appris à écrire et à lire, le Saint-Coran notamment. Aujourd'hui, je suis en mesure de déchiffrer et comprendre les papiers administratifs et utiliser le téléphone portable. J'arrive à intégrer des notions en matière de technologie de l'information et de la communication grâce à la formation professionnelle dont j'ai bénéficié.
Et au quartier universitaire Madinat al-Irfan à Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a procédé à l'inauguration du projet d'extension de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidat, un établissement dont le rayonnement ne cesse de croître au fil des années. L'établissement accueille aujourd'hui près de 780 étudiants étrangers. Mohamed Elishkar. Quartier universitaire Madinat al-Irfan à Rabat, où Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a procédé à l'inauguration du projet d'extension de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidat. Un établissement dont le rayonnement ne cesse de croître au fil des années. Un troisième pavillon réalisé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour un investissement global de 165 millions de dirhams. Un troisième pavillon qui s'étend sur une superficie de 10 000 mètres carrés avec un espace pédagogique d'une capacité de 640 sièges, un grand amphithéâtre avec 1100 sièges et un espace résidentiel de 350 lits. L'Institut a accueilli des étudiants originaires du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de la France, du Nigeria et du Tchad. Et le nombre de lauréats de l'Institut originaires de ces pays a déjà atteint 712. 778 étudiants étrangers poursuivent actuellement leur cursus au sein de l'Institut. La durée de la formation prend en considération le niveau d'éducation des candidats, surtout en termes de leur niveau de maîtrise de la langue arabe. Nous faisons partie de la première vague des Maliens qui ont participé à cette formation. Ça nous a permis à nous imprégner, d'apprendre et d'approfondir notre connaissance en matière de la disposition de la charia islamique. Donc ça a été une sorte de lumière pour nous qui nous a éclairés. Alhamdulillah, pendant ce temps de formation, on a pu apprendre les outils pour pouvoir transmettre les valeurs de notre religion, valeurs de vivre ensemble, de paix, d'amour, et puis aussi pouvoir se former dans les matières religieuses comme la aqidah, le fiqh, pour pouvoir justement former les générations en France. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, a prononcé une allocution devant le souverain dans laquelle il a souligné que le projet d'extension de l'Institut intervient en concrétisation des hautes instructions royales relatives à l'élargissement de la capacité d'accueil et d'encadrement de cet institut afin de lui permettre de mieux répondre aux demandes croissantes formulées par une pléiade de pays frères et amis. Les étudiants étrangers suivent la même formation dans les sciences de la charia et les sciences humaines. Ils sont regroupés par nationalité pour le cours d'histoire et des institutions de leur pays d'origine, qui est encadré par un enseignant originaire du pays concerné. La durée de formation prend en considération le niveau d'éducation des candidats, surtout en termes de maîtrise de la langue arabe. Pour les étudiants africains, la durée de formation est de 2 ans, alors qu'elle est de 3 ans pour les étudiants français. L'Institut organise aussi en partenariat avec l'Office national de la formation professionnelle des formations à court terme au choix, et ce en matière d'électricité, de couture, d'agriculture et d'informatique. Pour ce qui est des étudiants marocains, le ministre a noté que l'Institut, qui relève désormais de l'Université Al-Qarawiyyin, accueille chaque année 150 étudiants qui ont obtenu leur licence avec mention et qui mémorisent le Saint-Coran dans son intégralité, pour une formation de 12 mois, les habilitant à devenir des imams prédicateurs qui assistent d'autres imams dans l'exercice de leurs attributions. L'Institut accueille également des étudiantes avec les mêmes profils universitaires qui mémorisent une bonne partie du Saint-Coran pour une formation de 12 mois qui les habilite à devenir des prédicatrices au sein des mosquées et au sein des diverses institutions académiques et sociales, dont le but de diffuser les vrais préceptes de l'islam et de répondre essentiellement aux questions des femmes. M. Ahmed Tawfiq a en outre indiqué que sur ordre de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, un département spécial a été créé au sein de l'Institut pour la formation des imams prédicateurs, département qui accueille 100 étudiants responsables de l'encadrement religieux des officiers et sous-officiers des forces armées royales. Et en concertation avec le haut commandement des forces armées royales, un projet de manuel de formation a été élaboré
Il sera soumis à la haute appréciation du souverain avant sa publication, a annoncé le ministre. Au sujet du contenu de la formation au sein de l'Institut, le ministre a indiqué qu'il vise essentiellement à apporter un complément d'information au socle acquis en matière de sciences de la charia, de la linguistique, tout en proposant une introduction aux sciences humaines. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a remis des diplômes au profit de 18 lauréats de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidates, promotion 2016, et qui sont originaires de Côte d'Ivoire, de France, de Guinée, du Mali, du Nigeria, du Tchad et du Maroc. La formation à l'Institut Mohammed VI de formation des imams Mourchidines et Mourchidates est encadrée par une élite de ulama imprégnée des grandes valeurs de la prédication protectrice des authentiques fondamentaux de la religion islamique et conscient du contexte moderne qui requiert la sensibilisation et la conscientisation des gens quant au choix auquel la Oumma a adhéré sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi et qui concilie la protection de la religion et la préservation de l'unité avec la marche constante vers le développement et le progrès. Signalons en bref ce message royal de félicitations à M. Sooronbay Jeenbekov à l'occasion de son élection président de la République kirghize. L'expérience du Maroc dans le domaine de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au centre d'une conférence à Rabat tenue en présence d'une délégation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le Royaume s'impose aujourd'hui comme une référence au niveau régional et international dans ce domaine. Un constat dont se félicite cette organisation et ses membres qui sont en visite de travail dans le Royaume. Nisri El Hamdawi. Réalisé entre mai et juillet 2017 et s'adressant aux dirigeants de grandes entreprises et de PME représentatives de l'économie marocaine, cette étude a permis de capter les tendances et les enjeux qui conduisent les entreprises à s'engager dans un processus de transformation. Lorsqu'on veut innover, lorsqu'on veut digitaliser, rentrer dans l'ère de l'économie numérique qui sont de vrais défis stratégiques, ou lorsqu'on veut se développer à l'international et notamment en Afrique, la problématique des ressources humaines reste une problématique latente. Sinon, ce que nous retenons de cette enquête, c'est que la transformation est devenue un véritable défi stratégique pour nos entreprises. Il y a des contraintes internationales. L'international, c'est un enjeu, c'est une menace et c'est une opportunité. La difficulté, c'est de nous adapter au Maroc à un environnement qui change dans le monde. La transformation est un enjeu stratégique pour les entreprises. Néanmoins, les dirigeants sont confrontés à des menaces structurelles qui constituent un frein pour leurs projets ou leur développement, à savoir le poids de l'économie informelle, le facteur humain, l'environnement législatif, administratif et le poids de la fiscalité. Et quand vous l'avez constaté, c'était plutôt un sujet consacré aux résultats d'une enquête réalisée sur les entreprises au Maroc, une enquête intitulée Les dirigeants face à la transformation de leurs entreprises. Et c'était un reportage signé Sarah Katir. Retour maintenant sur l'expérience du Maroc en matière de lutte antiterroriste et qui fait l'objet d'une conférence à laquelle assiste une délégation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et nous en saurons plus avec Nisri El Hamdawi. À l'heure où le terrorisme change de figure et de modus operandi, le combat contre ce phénomène mondial nécessite de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes et stratégies, et puis un échange d'informations et une collaboration étroite entre les pays de la région. Le Maroc, fort de son approche efficace en matière de lutte contre le terrorisme, s'érige en modèle international à suivre. C'est l'objectif ici de ce colloque aujourd'hui, entendre un peu l'expérience marocaine qui, on le sait, est très importante en termes de lutte contre le terrorisme, mais aussi en termes de lutte contre la radicalisation. On sait que le Maroc a une population très jeune et que le gouvernement a pris toute une série de mesures importantes. Et l'objectif, c'est de pouvoir entendre, partager l'expérience des Marocains, du gouvernement marocain en matière de radicalisation.
Il existe aujourd'hui une mobilisation mondiale pour concevoir de nouvelles stratégies à même de faire face à la menace terroriste, principalement en ce qui concerne la déstructuration du discours terroriste ou encore le cyberterrorisme. Le but de cette conférence est de mettre en exergue l'expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme, qui suscite un grand intérêt auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La stratégie marocaine de lutte contre le terrorisme se base sur le triptyque sécurité religieuse, prévention sécuritaire et développement humain. Une approche unique en son genre qui devrait inspirer les participants à cette conférence. En aucun cas la Méditerranée n'est un problème, mais la Méditerranée doit devenir la solution. C'est important que les hommes et les femmes présents puissent se parler, puissent échanger, et puis c'est aussi mettre en commun les pratiques de nos différents pays pour lutter contre ces phénomènes. Cette conférence entre dans le cadre d'un programme de coopération et de partenariat entre le Parlement et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L'idée est de construire une vision commune sur cette question d'actualité et d'engager une coopération renforcée afin de mieux faire face à la menace terroriste. Un bilan meurtrier à la une de l'actualité internationale, celui d'un nouvel attentat perpétré dans une mosquée chiite de Kaboul en Afghanistan. 10 morts selon les autorités. Un homme armé a fait irruption dans la mosquée et ouvert le feu sur les fidèles. Les causes et la nature de l'explosion sont pour l'heure indéterminées. Les dirigeants de l'Union européenne ont fait un geste envers la première ministre britannique Theresa May, sous pression au Royaume-Uni pour faire avancer les négociations sur le Brexit. Au deuxième jour d'un sommet à Bruxelles, les 27 dirigeants restants dans l'Union ont donné le feu vert pour commencer à plancher en interne sur la deuxième phase des négociations qui portera sur la future relation entre les deux parties, en particulier commerciale, ainsi que sur une éventuelle phase de transition après la date officielle du Brexit prévu le 29 mars 2019. En Belgique, vente aux enchères des 2 derniers dessins d'Hergé, le père de Tintin. Les 2 croquis à l'encre font près d'1 mètre de long. Ils sont en noir et blanc, parfois rehaussés de couleurs. La vente intervient dans le cadre d'une succession. Valeur estimée des dessins, au moins 50 000 €. Écoutez ces propos de David Lhomme, antiquaire à Liège. Il s'agit d'un dessin original, d'un dessin unique, entièrement de la main d'Hergé et partiellement rehaussé en couleur. Donc c'est un dessin exceptionnel pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il s'agit du dernier dessin d'Hergé, du dernier grand projet d'Hergé. Et la deuxième, c'est parce qu'ils sont représentés plus de 140 personnages issus des aventures de Tintin, et même un peu plus. À l'origine, les 2 croquis appartenaient à quelqu'un qui a travaillé à la réalisation des fresques de la station Stockel. Et cette personne est maintenant décédée, et donc c'est sa fille qui est venue nous soumettre le dessin. Ce dessin a d'ailleurs été punaisé dans la chambre des petits-enfants. Donc on a été plusieurs à réaliser quelle était la valeur de ce dessin. New Delhi, enveloppé par le brouillard, en cause la pollution atmosphérique de plus en plus meurtrière dans la capitale indienne. C'est la ville où l'air est officiellement le plus dangereux de la planète car elle est la plus polluée au monde. La pollution est ainsi devenue la 5e cause de mortalité dans le pays. Chaque jour, 23 delhistes meurent prématurément d'une maladie respiratoire. L'Orchestre symphonique royal donne le la à la 9e saison artistique sous la baguette d'Oleg Reshtkin. Un merveilleux concert de musique classique dédié au répertoire autrichien a gratifié le public de Rabat. Au programme, 2 œuvres de Mozart et d'Anton Bruckner. Fouad El-Harachi et Zakaria Mouqenbillah étaient à ce concert. Le jeune pianiste russe Ivan Bessonov a offert une interprétation distinguée du concerto pour piano de Mozart.
Accompagné de l'Orchestre symphonique royal, sous la direction d'Oleg Reshetkin, le pianiste a dévoilé toute sa virtuosité. I am in Morocco, it's first time. C'est la première fois que je me rends au Maroc. Je suis ravi. J'ai beaucoup apprécié l'audience, l'orchestre et la direction artistique. This orchestra, this conductor, I love you. Thank you. Le soliste poursuit ses études de musique au conservatoire Tchaïkovski. Originaire de Saint-Pétersbourg, il a déjà remporté plusieurs concours de piano et participé à des festivals de musique de renommée internationale. J'étais très content d'y assister et j'étais impressionné par la qualité du jeu du pianiste. Tellement beau, tellement de fougue, tellement de poésie, magnifique, magnifique, vraiment extraordinaire. Un pianiste extraordinaire et comme d'habitude le Théâtre National très à la hauteur. Non, un très bon spectacle. En deuxième partie du spectacle, le public a pu apprécier la symphonie numéro 1 du compositeur autrichien Anton Bruckner, une symphonie qui magnifie l'héroïsme et la gaieté. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci de nous être fidèles. Passez une agréable soirée. À demain.